fallait fermer, je dirais, pratiquement les 2 tiers des villages de l'Est du Québec. Le but, c'était de créer des pôles d'aménagement, des pôles de développement. Pour créer des pôles de développement, il fallait fermer ceux qui étaient excentriques. On avait visé 89 villages, municipalités, à fermer. Nous sommes en 1970. Le gouvernement du Québec, suite aux recommandations du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, entreprend l'exécution d'un plan de fermeture visant plus de 81 villages et 15 territoires. L'objectif est de relocaliser les populations dites marginales dans les territoires jugés non viables et de favoriser le développement économique des zones urbaines. Déjà, en 1969, l'Office de développement de l'Est du Québec avait fermé 11 villages en Gaspésie, dont Saint-Paulin, Saint-Octave-de-l'Avenir et les Capucins. Mécontents de la tournure des événements, des voix s'élèvent, notamment dans le village de Sainte-Paule. On assiste alors à ce qui deviendra un mouvement emblématique de la résistance villageoise, les opérations Dignité. Pierre Dufort se souvient de ces événements qui ont marqué les années 70. Mon invité aujourd'hui, c'est un homme de parole, un homme d'écriture. C'est tout un conteur. C'est aussi un homme d'action, témoin de lutte populaire, ce qu'on a appelé le grand dérangement. Il a été de toutes ces luttes-là, d'une certaine manière. Et c'est l'ancien maire de Padoue, mais c'est à titre d'ancien président d'Opération Dignité 1 que je reçois Pierre Dufort aujourd'hui. Bonjour, Pierre. Bonjour. Comment ça va? Ça n'arrête pas de bien aller. J'avais envie de dire aussi, en plus d'être un homme d'action, que tu es un vrai batailleur. Tu étais un vrai batailleur. Oui, parce que si t'arrêtes de grouiller, t'es arrêté, hein? Oui. Alors, non, mais j'étais pas tout seul. Tous les gens des villages dans ce temps-là, on aurait dit qu'il y avait eu comme un réveil. C'était une participation. Puis, mais c'est emballant. Comme genre de village, tu comprends que j'étais souvent là-bas. Mais avant d'être maire, avant d'être président d'Opération Dignité, on va remonter dans le temps, établir le contexte, la genèse comme telle. Revenons justement au fondement de la lutte populaire. C'était la fameuse période où ça grouillait, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Rappelons ce que c'était, les conclusions aussi que ça a amené, ça. Bien, les conclusions, c'était d'abord 14 volumes, ça, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Les rapports du BAQ. Dans un des volumes, ils appelaient ça les madriers, c'était ça d'épais, là. Et il était arrivé à la conclusion qu'il fallait fermer, je dirais, pratiquement les 2 tiers des villages de l'Est du Québec. Le territoire pilote, à ce moment-là, il commençait à la Pocatière, puis il finissait avec les îles de la Madeleine. Et on avait visé 89 villages, municipalités, à fermer. C'était à la suite d'une consultation. On avait fait quand même une très large consultation pour arriver à ces recommandations-là qui n'ont pas fait l'affaire de tout le monde, là, évidemment. On est, quoi, là, au début des années, à la fin... On est en 69, 70, 69. OK. Bien, l'ensemble de ceux qui sont restés ont dit, voici, c'est mieux de fermer ces villages-là. Il n'y a pas de survivance possible. Le but, c'était de créer des pôles d'aménagement, des pôles de développement. Pour créer des pôles de développement, il fallait fermer ceux qui étaient excentriques. Autrement dit, pour développer Rimouski, pour développer Matane, Montjoly, il fallait fermer ce qui était excentrique. Donc, la population va réagir de manière dignement, si j'ose dire, à cause de ce qui s'en vient, de la création des opérations Dignité. Il y a une part importante de la population qui a dit non, messieurs, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas se faire. C'est ça. C'est que il y avait, à cette période-là, une espèce de mouvement qui était généralisé. Et les gens prenaient conscience, à travers la Révolution tranquille, qu'ils étaient comme sous-développés, puis que c'était inacceptable.
Et l'Église, les curés ont sorti un manifeste en même temps que le FNQ. Mais ils se sont fait traiter aussi, les curés, d'être séparatistes, d'une certaine manière, d'alimenter, si on veut, le climat. Mais le manifeste des curés de l'Est du Québec, puis c'était toutes des petites municipalités, des curés qui avaient signé ça. C'était 19. Et démontrait, hors de tout doute, qu'il fallait faire quelque chose. Ça a été le début. Puis l'Église, à ce moment-là, avait une politique, une conscience sociale, je dirais, pour que c'était pas péché de prêcher la social-démocratie, vous savez, avec un mouvement progressif. Quand l'Église est embarquée, en fait, on arrive là, à la création des opérations Dignité, Opération Dignité 1 avec Charles Banville, le curé de Saint-Paul. Juste avant, il y avait quand même une série de villages qui ont été fermés, près de 11 villages qui ont été fermés. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, les gens se sont dit « Non, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas continuer ». C'est parce que c'était assez effrayant. Il y a même un village qui, quand ils sont arrivés pour le fermer, Cloridum Sud, si je ne me trompe pas, les gens étaient déjà partis. Alors les animateurs, les agents de relocalisation, comme on les appelait, c'était drastique. Tu sais, on te donne le temps, tu t'en vas, bonjour. Tu sais, c'était comme une expropriation pure et simple. Et il n'y avait pas beaucoup d'outils de négociation pour ces gens-là, parce que ça n'avait pas de valeur marchande selon les normes. Et il y a eu d'autres mouvements aussi qui ont fait que les gens se sont comme révoltés. Vous avez, par exemple, la slash. La slash, c'est quand on fait une ligne d'Hydro-Québec, on coupe la forêt, vous savez, pour faire passer les pylônes. Hein? Ouais. Et puis, ils donnaient les contrats à des gens de l'extérieur de la région. Puis c'était ces bûcherons-là qui venaient bûcher la slash. Alors, les gens locaux, comme à Sainte-Florence, par exemple, dans la vallée de la Matapédia, sont objectés. Ils ont dit, c'est nous autres qui va bûcher ça. Mm-hmm. Et évidemment, ils ont protesté, ils ont été arrêtés par la police provinciale. C'est là que deux avocats se sont mêlés de défendre ces gens-là. Pierre Debanné et Clément Richard. Ouais. Vous savez, Debanné, c'est un personnage, moi, à mon point de vue, on lui a donné beaucoup de défauts, mais il avait beaucoup de qualités. Vous savez, il s'est battu pour le français dans l'air, mais il s'est battu pour les gens de son côté. Et Clément Richard, qui était député péquiste, c'est président de la Chambre, bien, il passait par-dessus ces idées politiques-là, vous savez, de dire « moi, je suis séparatiste, toi, t'es libéral ». Pas tout. Debanné, il prenait l'avion, il couchait à l'appartement de Clément Richard, qui était dans le Parlement du Québec, parce que c'était le seul député qui avait un appartement, le président. Hein? Bon. Puis le monde ne savait pas ça, mais ça, c'est la vérité, vous savez. Alors, ils s'entraidaient. Et Debanné, lui, a défendu avec Richard les gars de la slash à Sainte-Florence. Et puis, il est devenu le héros de la Matapédia, vous savez, parce qu'il a défendu le vrai monde. Avec des organisateurs libéraux, moi, je me souviens, André Renaud, de Défunte Mémoire, dans son sous-sol, il y a eu une réunion d'organisation libérale avec Debanné à Matane. Puis ils ont dit que ce serait une bonne chose si on appuyait les curés pour empêcher la fermeture des paroisses. Et puis là, c'est là ils ont fait venir les curés en question. C'était Banville. Ils ont dit, on va appeler ça Opération Dignité. Ah oui, c'est là que c'est parti. Ça s'est décidé là. Ah oui. Direct de même. Et moi, j'ai ça par les confidences d'André Renaud et de Banville, des deux bords. Mais la fameuse réunion à Saint-Paul tenue par le curé Banville, c'est venu après, ça? C'est venu après, ça. Ah oui. Avec Debanné puis tout le monde. Oui. Puis là, Monseigneur Ouellette a appuyé ça parce que Monseigneur Ouellette, quand il a vu que la partie Debanné était là-dedans, puis ça ne peut pas être ça l'aurait conforté. Fait que là, tout ça, il a décollé comme ça. Et c'était la première opération de toutes les opérations Dignité. Oui, tout à fait. La 1. Oui. Il appelait ça la 1 parce que c'était la première. Oui. Après ça, il y a eu la 2, à Esprit-Saint dans le même esprit. Là, le moule était créé, puis c'était décollé. Oui. On va tirer ça au clair parfaitement. Opération Dignité 1, c'est le curé Banville, qui, lui, en 70, évidemment, a lancé le mouvement. L'année suivante, c'était Opération Dignité 2 avec le curé Gendron des C'est ça. Et par la suite viendra Opération Dignité 3 avec le curé... C'est la chronologie. Okay, c'est parfait. ça. OK.
Pierre Dufort, s'il y a un lieu hautement symbolique de toutes les luttes populaires qui sont déroulées dans la région, c'est bien ici, à Sainte-Paule, devant l'église, hein, si on veut. Oui, ça a été le point de départ. C'est ici que s'est tenue la première réunion officielle, la première assemblée qui s'est appelée Opération Dignité 1. Autrement dit, ça touchait 2 comtés. Ça touchait le comté de Matapédia puis le comté de Matane. Oui. Et tout le monde est venu ici. On a peine à imaginer quand même, là, mardi 20 septembre 1970, plus de 3000 personnes massées dans l'église. L'église était pleine, le stationnement, le dépanneur à côté faisait des affaires morts. C'était à plein chemin. Ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans, c'est qu'il y avait des représentants de chacune des paroisses. Oui. À la première réunion aussi, hein? À la réunion à la première réunion, il y avait tout le monde. Tout le monde, c'est ça. Tout le monde. Mais là, ils ont créé le mouvement. Quand ils ont créé le mouvement, ils ont dit ça prend un exécutif. Puis l'exécutif était formé des représentants de chacune des paroisses. Et chacun des représentants était élu dans sa municipalité, dans sa paroisse. Okay. On disait paroisse. Oui. Parce que c'était les curés. Il fallait écouter les curés aussi. Oui. Bon, puis tout le monde avait une chemise blanche et était habillé propre. Mais c'est là que, d'une certaine manière, évidemment, tout le mouvement de contestation s'est amorcé. À partir de Sainte-Paule, qui avait un plan d'aménagement forestier déjà là, qui existait. Là, on revendiquait le droit de se développer dans son milieu et non pas d'être tassé dans des sous-centres de Rimouski, de Matane et de Rivière-du-Loup. C'est ça. On s'est dit, on ne déménagera pas, on va rester ici, mais on va créer des emplois pour vivre ici. Voilà. Il faut vivre ici. Et tout ça s'organisait dans un contexte où est-ce que le Fonds de recherche de l'Université Laval, avec Opération Dignité, ont fait une étude parallèle pour dire il y a la possibilité de cultiver la forêt. Autrement dit, de faire de la sylviculture. Donc, l'aménagement forestier... Oui. Grâce justement au Fonds de recherche de l'Université et le docteur, oui. Qui était un ami de Debaney, que Debaney avait emmené. Tout ça arrive. Tout ça arrive, oui, forcément. Ouais. Ils sont allés chercher des sous pour pouvoir démontrer que c'était possible de le faire. Oui. Et l'opération Dignité 1 était financée par le fédéral. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, parce qu'il devait y avoir plus de villages qui devaient fermer. On parle d'à peu près 80, 70 000 personnes relogées et des centaines et des centaines de familles. Ah oui. On se préparait à développer les banlieues à Matane, à Rimouski, partout, en recevant les colonies. Voilà. Ils appelaient ça les colonies. Oui, c'est vrai. Et ça a bloqué parce que les gens ont refusé. Le mouvement Opération Dignité, c'était de dire non. Puis le but, c'était d'avoir des emplois. Alors, l'aménagement du territoire, l'aménagement de la forêt pouvait soutenir des emplois. Et c'est dans la même époque que les opérations Dignité, un petit peu après, que là, on voit apparaître les unités de gestion, les sociétés d'aménagement des ressources. Oui. Et là, il y en avait dans toutes les gens régions. Voulaient administrer ça, eux autres. Oui. Ils voudraient que ça soit administré par eux autres et non pas par le gouvernement. OK. C'est là que ça fait toute la différence. On parle des sociétés d'exploitation des ressources de la vallée, par exemple. C'est ça, de la vallée, de la Matane, de la Métis. Ouais. Ça coïncidait un peu avec les MRC. Comme vous le savez, les premières municipalités régionales de comté ont coïncidé avec les sociétés d'exploitation des ressources. Avant ça, on appelait ça des conseils de comté. Voilà. Dans le fond, c'est que les gens se sont dit... La richesse, c'était la forêt qu'il fallait exploiter. C'était cultiver la forêt. C'est ça. Mais on voyait toutes les possibilités, comment je dirais ça, le tourisme, la faune, etc. Les territoires non organisés étaient là-dedans. Voilà. Le Fonds de recherche de l'Université Laval, avec le docteur Lafont, qui était un ami de Debaney puis de Banville, avait déjà fait une étude de la rentabilité de cette ressource-là
Des fermes forestières. Dans le sein d'une municipalité. Voilà. En établissant des jeunes familles Oui. sur 7-8 lots, 5-6 lots, dépendant de la grandeur des lots en question, on pouvait en vivre. C'est une idée géniale et Barville ne comprenait pas, dans le fond, qu'on C'est passe ça. à côté de ça. Là. C'est ça. Alors, on s'est battu pour la rétrocession des lots intramunicipaux qui appartenaient au gouvernement, surtout dans les paroisses un peu éloignées des grands centres. Il y en avait beaucoup. Plus on s'éloignait des grands centres, plus il y avait des lots qui n'avaient pas été donnés en colonisation, qui appartenaient encore au gouvernement. Ils étaient cadastrés, mais ils appartenaient au gouvernement. Puis on voulait que ces lots-là soient rétrocédés à des jeunes familles pour permettre l'établissement de jeunes dans nos municipalités. Voilà. Et contrairement à cette bonne idée, le gouvernement en a rétrocédé quelques-uns, de ci, de là, pour faire des blocs à des propriétaires qui en avaient déjà. Mais c'était minime. Tous les autres ont été rétrocédés à des grosses compagnies forestières, que ce soit le Lumco ou n'importe qui. Et non pas parce que ça, c'était payant. C'était payant pour les grosses compagnies. Ça aurait été payant pour les jeunes. Comprends-tu? Oui. Et là, vous étiez président, Pierre, à ce moment-là. Moi, j'ai été président dans ces années-là, oui. Okay. J'ai remplacé, moi, le curé Barville en 75. C'est ça. Et j'ai été élu. Vous avez battu le curé? J'ai battu le curé. Il ne l'a pas vu venir, celle-là, parce que, voyez-vous, les opérations de dignité, c'était des curés. Et eux autres, ils se voyaient administrer les fonds d'aménagement. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que le syndicat des producteurs de bois, là, c'est du monde, ça. Puis eux autres, ils voulaient, les producteurs de bois, dans chacune des municipalités, administrer les sociétés d'exploitation des ressources. Ils ne voulaient pas que les curés se mêlent de ça. OK. C'est pour ça qu'on a dit que vous étiez moins un président qu'un véritable animateur, vous. Plus, oui. Hein? C'est comme ça. D'ailleurs, moi, j'ai commencé comme animateur. J'animais les réunions. Ouais. Parce que je connaissais le Code Morin, mais je l'interprétais de façon un peu libérale, dans le sens que fallait que tout le monde parle. OK. Ceux qui avaient de quoi à dire, j'aimais ça qu'ils disent. OK. Et de là aussi, Pierre, il y a eu des actions d'éclat, je dirais, avec beaucoup plus de, comment dire, de force, hein, si on veut, dans cette deuxième période des opérations de dignité, occupation, séquestration de fonctionnaires. Vous avez presque mis feu à la forêt à un moment donné. On pourra en reparler. Ça, c'est l'opération Bouche-à-Feu. L'opération Bouche-à-Feu, c'était très, très légal. Avec les madames. Il n'y avait personne en bas de 60 ans. OK. Qui pouvait mettre le feu. OK. D'abord, la prudence. OK. Mais on peut peut-être en parler, justement, de cette opération-là. C'est super drôle, parce que ça, c'est qu'on plantait des arbres. Hein? Ouais. On était payé pour planter des arbres. Ouais. Puis il y avait un budget pour planter des arbres. Mais M. Drummond, le ministre, il ne sortait pas le budget. Il venait nous mener les arbres, mais pas de budget. Comme ça, on aurait dû les planter pour rien, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on a dit ça va faire. Le budget, ça prend le budget. Fait que là, cette année-là, on avait fait 3 phases. Premièrement, l'opération Bouche-à-Feu. Ça, c'était décidé en exécutif. C'est pas moi qui décidais, là. Mm-hmm. On était 12, 13, 15 autour de la table. Mm-hmm. Ça parlait fort, des fois. Mm-hmm. Puis là, c'était accepté. Bien là, on envoyait des représentants de paroisse, du Mans. Ben moi, j'étais un peu le coordonnateur de l'action, là. Et comment donc? Comme président. Fait que j'appelais les paroisses, puis je disais... Il est-tu parti? Peux-tu y parler? Elle disait non. Il est parti Sarclay. OK. Ça, c'était le... Sarclay, Raclay. Il est parti Raclay. Oui. Raclay, ça veut dire que ça brûle. Ça brûle, c'est ça. Vous aviez un code. Là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, quand il y a 68 paroisses qui brûlent, la SOPFEU, là, a de l'ouvrage. Mais c'était toutes des pointes de lac, des salages anciens, des chalets, vous savez, des choses. Ça a bien beaucoup. Mais ça aurait pu mal virer quand même, hein, c'est sûr? Oui, mais il fallait faire ça. La première étape n'avait pas marché. Ça, c'était la deuxième de l'opération Bouche-à-Feu, je m'excuse. La première étape, c'est qu'on avait caché les plans. Les plans qu'il fallait... On les a mis en gros, mais en secret, bien cachés dans le bois. Fait que quand les fonctionnaires sont arrivés pour dire on plante-tu des arbres, on a dit quel arbre? Ils étaient tous disparus. Ça coûte cher, ça, des petits arbres. Oui, OK. Mais il n'était pas mort. Il était en jauge, c'est-à-dire dans les fossés, bien arrosés, organisés, à l'ombre. Fait que là, ça n'a pas suffi. Il a fallu faire le feu. Mais là, la troisième, ça me tente quasiment de vous la dire, mais on était 9 qui devaient aller bûcher à Montréal. On allait bûcher à Westmount, des beaux chênes centenaires,
vu qu'on n'avait pas d'ouvrage chez nous. Vous deviez le faire. Oui, et seulement chez des gros actionnaires de CIP. Puis, Ah oui? puis les gars étaient capables d'envoyer un chêne à terre en 40 secondes, vous savez. Puis ils tombaient pas sur le chac, là. Ils tombaient dans un peu d'eau. Ça s'est su, ça? Est-ce que non, ça s'est pas su. Ça, ben, c'était nos 3 étapes. Ouais. Ça, la dernière, il nous aurait mis dedans. Hein. On partait de 2 éconolignes. Oui. Puis là, il nous aurait ramassé. Mais ça aurait été un beau show. Vous n'aviez pas foi aux yeux, hein? Non, mais il fallait pas avoir fret au vieux. Oui. C'était rough, mais c'était juste. C'était ça. C'était rough. Ça l'est moins maintenant, mais ça l'était, mais il fallait que ça soit rough pour obtenir des résultats à l'époque. Oui, parce que le gouvernement ne comprenait pas. Il y a eu des choses extraordinaires. Moi, entre autres, je me rappelle d'un groupe de femmes qui ont créé le café. Le comité anti-fermeture des écoles. Les écoles, oui. Ben ça a abordé, ça, je vais vous dire. On a occupé des commissions scolaires, pas moi. Les madames, là, tu sais, ils rentraient avec le tricotage, puis ils s'installaient, puis ils disaient, on va partir du site quand on sera sûr que l'école de Sainte-Sérène va rester... Ça, c'était dans la phase 2 des opérations d'unité. Oui, bien, ça faisait c'est... partie des luttes populaires. Moi, je pense que les opérations d'unité ont permis à plusieurs individus de s'impliquer davantage dans leur milieu. C'est ça que ça a permis. Ouais. Ils sont devenus maires, ils sont devenus conseillers, et ils se sont impliqués dans les sociétés d'exploitation des ressources sur les exécutifs. C'est comme ça que les choses avancent. Ces femmes-là qui ont créé le café ou d'autres comités de femmes qui sont battues pour l'amélioration sociale et économique, ils sont là, ils étaient là. Oui. Et ça a fait des petits, ça. Tout à fait. Moi, je pense qu'il va falloir que les petites municipalités proches se réunissent. Mon opinion est la suivante. Par exemple, vous avez Métis, vous avez Padoue, vous avez Saint-Octave, vous avez Grand Métis. Il y a 4 maires. Oui, il y a 24 conseillers, etc. Ouais. Pourquoi pas faire juste une paroisse avec ça? Juste une municipalité. Mm-hmm. Mais il reste aussi que, on parle de Padoue, à l'époque où vous étiez maire, ou peut-être dans ces eaux-là, la population était quand même relativement importante. Et là, on était 416. Bon, vous êtes combien là, à Padoue? Oui, 250. Fort! On se compte tous les matins. Mais d'irréductible. Oui, mais la moyenne d'âge. Oui, c'est ça aussi qui est dramatique. C'est ça. Mais... C'est que maintenant, la lutte, c'est le maintien à domicile. Si on passe si on tire une conclusion sur tout ça, des années et des années de lutte populaire, d'espoir, des gens qui ont lutté, des monsieur, madame bien ordinaires qui se sont retrouvés dans des situations importantes et qui sont plus là maintenant. Je ne sais pas comment vous interprétez tout ça, comment digérer tout ça. L'important, c'est de savoir que ça a eu lieu. Ça s'est fait, puis ça a été fait par du monde. D'où la discussion qu'on a, là. Oui, puis la COVID a réveillé bien du monde. Et puis, elle a réveillé le monde dans le sens que l'État a un rôle à jouer. C'est pas juste de subventionner Canadair, Bombardier, puis les gros, là, puis les compagnies de gaz. C'est de faire le job. Puis le job, c'est d'assurer des services. Hein? Puis ça, c'est aussi dans les campagnes, les services. C'est pas juste à Montréal. Et on aura toujours besoin de gens comme toi pour leur rappeler qu'il faut qu'ils agissent dans ce sens. Pierre Dufort, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir, un bonheur, cette discussion. Moi aussi. Merci. Je suis content. Merci. Moi aussi.